La plupart des gens imaginent le saignement comme une menace lente, un désagrément gérable, quelque chose qui leur accorde le temps de réagir. Cette croyance n'est pas seulement fausse, elle est fatale. Dans le monde post-effondrement, la perte de sang devient un compte à rebours sans négociation ni pitié. Elle n'attend ni le courage, ni l'habileté, ni la clarté. Elle exploite l'hésitation. Et la majorité de ceux qui meurent ne sont pas emportés par l'infection, la faim ou les ennemis. Ils sont emportés par l'arithmétique silencieuse d'une plaie ouverte combinée à l'hypothèse naïve que le corps tiendra assez longtemps pour que l'aide arrive. L'aide a disparu, l'infrastructure a disparu. Ce qui reste est l'exigence absolue de sceller la brèche avant que le système ne cède. L'obturation organique des plaies n'est ni du folklore, ni un soin à base de plantes douces. C'est une intervention biochimique exécutée sous pression, utilisant les polymères naturels, les constricteurs, les gels et les agents structuraux que l'ancien monde a négligés. De la résine qui durcit en armure, de l'écorce qui force les vaisseaux à se contracter, du mucilage qui forme une membrane de pression, des poudres qui accélèrent la formation de caillots, des protéines qui forment une croûte en peau synthétique, des champignons qui absorbent et lient, des minéraux qui s'entrecroisent avec votre propre sérum. Chaque méthode est brutale, efficace et indifférente. Aucune d'elles ne vous guérit. Elles vous maintiennent en vie assez longtemps pour que la guérison ait un sens. Votre tâche n'est pas de vous sentir confiant. Votre tâche est d'essayer d'agir avec précision avant que le compte à rebours ne se termine. Dans des conditions d'effondrement, la survie n'est pas une histoire d'endurance, c'est la discipline d'arrêter l'hémorragie avant que le monde ne finisse ce que la blessure a commencé. La résine coagulante est le premier véritable agent d'étanchéité disponible pour un survivant, mais elle ne fonctionne que lorsqu'elle est traitée comme un matériau structurel et non comme un baume apaisant. Le pin, l'épicéa et le sapin produisent des résines conçues pour défendre leurs propres blessures en formant une armure hydrophobe qui bloque l'humidité et les micro-organismes. Dans les conditions post-effondrement, cette même défense évolutive devient un outil tactique pour arrêter l'hémorragie lorsqu'il ne reste plus de points de suture ou de fourniture médicale. Le pouvoir de la résine réside dans sa capacité à repousser les liquides, concentrant le sang à la surface de la plaie et accélérant la formation de caillots sous une coque durcissante. Mais la résine ne peut pas lutter contre un flux incontrôlé. Elle exige que vous réduisiez d'abord le saignement, forçant la plaie vers un état suintant où un joint peut se former plutôt que d'être emporté. La résine doit être chauffée avant l'application. La résine froide se fissure, refuse d'adhérer et laisse des interstices qui permettent au sang de s'échapper. Chauffée doucement, jamais au point de brûler, elle devient malléable, collante et capable de s'adapter précisément à la forme de la plaie. Au moment où elle touche la peau, des composés volatiles s'évaporent, initiant la phase précoce de durcissement. C'est là que la plupart des échecs se produisent. Les survivants tamponnent la résine avec hésitation, créant des patchs minces et faibles. La résine doit être posée et pressée avec une intention inébranlable et maintenue jusqu'à ce qu'elle adhère à la peau. Une fois durcie, elle forme une barrière semi-rigide capable de résister à l'eau, à la saleté et à la friction. La précision compte. Appliquez la résine trop chaude et vous approfondissez la blessure. Appliquez-la sur des débris et vous emprisonnez des contaminants qui pourraient devenir mortels par la suite. Décollez-la prématurément et vous arrachez le fragile caillot en dessous. Mais lorsqu'elle est exécutée avec discipline, l'étanchéité à la résine devient une plaque d'armure fiable et rapidement déployable pour le corps, fonctionnelle même en terrain hostile. Ce n'est pas élégant, mais la survie en cas d'effondrement ne l'est jamais. La résine récompense la décision et punit le doute, transformant la chimie naturelle en une structure défensive qui peut vous permettre de continuer à avancer quand l'hémorragie aurait mis fin à votre mission. L'écorce astringente fonctionne selon un principe bien plus mécanique que médicinal. La contraction des arbres tels que le chêne, le saule et le bouleau stockent des concentrations denses de tanins dans leur écorce interne, des composés qui ont évolué pour faire s'effondrer les cellules, repousser les parasites et sceller leurs propres blessures. Lorsqu'ils sont appliqués correctement sur les tissus humains, ces mêmes tanins forcent les capillaires à se resserrer et à tirer les bords de la plaie
plaie vers l'intérieur. Ce n'est pas une guérison, c'est une discipline vasculaire immédiate imposée par la chimie. Un étranglement temporaire sur la voie de sortie du sang. Les survivants qui ne comprennent pas cela et qui imaginent l'écorce comme un pansement naturel doux saignent plus longtemps qu'ils ne le devraient et dépassent souvent le point de récupération. Le succès avec cette méthode commence par le choix de la bonne couche. L'écorce externe est inutile, elle contient peu de tanins, retient la saleté et introduit des contaminants. Le matériau dont vous avez besoin est éviter la couche interne humide exposée lorsque l'écorce externe de l'arbre est retirée. Le fait de la déchiqueter ou de l'écraser libère les tanins et expose une surface fibreuse capable d'adhérer à la plaie, mais vous ne pouvez pas l'appliquer sur une hémorragie active et incontrôlée. L'écorce astringente est un stabilisateur, pas un barrage. Vous devez d'abord ralentir le flux par compression directe. Ce n'est qu'alors que les tanins pourront entrer en contact suffisamment longtemps pour déclencher la constriction. Lorsque pressé fermement sur la plaie, l'effet est immédiat. Une piqûre vive suivie d'un resserrement. Beaucoup paniquent à cette sensation, pensant à des dommages plutôt qu'à l'efficacité. La piqûre est le mécanisme qui s'active, le signal chimique que les vaisseaux se rétrécissent. Si vous retirez l'écorce à ce moment, vous perdez le seul avantage qu'elle offre. Un autre échec courant est le piégeage de débris sous les fibres, créant un lit d'infection scellée. Les survivants de l'effondrement n'ont pas de deuxième chance avec la contamination. Appliquée avec discipline et maintenue sous pression constante, l'écorce astringente fonctionne comme un protocole de constriction à réponse rapide. Elle gagne des minutes, parfois des heures, en réduisant le saignement et en forçant la plaie dans un état où des méthodes de scellement plus durables peuvent prendre le relais. Dans des conditions d'effondrement, ces minutes peuvent équivaloir à la survie. L'étanchéité à base de mucilage ne réussit que lorsqu'elle est dépouillée des mythes réconfortants qui lui sont attachés. Les survivants imaginent souvent les gels végétaux, aloès, plantain, orme rouge, cactus, comme des agents apaisants destinés à rafraîchir et calmer une plaie. Cette idée fausse tue rapidement. Le mucilage n'est pas un médicament, c'est une architecture. Ces chaînes de polysaccharides absorbent l'eau, gonflent et forment une matrice glissante mais cohésive capable de maintenir les particules en suspension. En termes de survie, cela fait du mucilage un support structurel, un échafaudage de gel conçu pour soutenir la formation de caillots sous pression. Sans pression, ce n'est rien d'autre qu'un lubrifiant qui glisse tandis que la plaie continue de saigner. La première exigence est simple mais absolue, le saignement doit déjà être ralenti. Le mucilage ne peut pas arrêter une plaie qui pulse. Appliquez-le trop tôt et il se diluera, se mélangera au sang et détruira le potentiel de formation de caillots. Une fois le flux réduit à un suintement gérable, vous extrayez le mucilage frais, jamais la peau externe oxydée de la plante et étalez une fine couche directement sur la surface de la plaie. L'épaisseur est l'ennemi. Une couche épaisse empêche l'adhérence et transforme la plaie en une poche de gel flottante qui ne se stabilise jamais. La compression est le cœur de la méthode. Le gel répartit uniformément la force descendante, empêchant la déchirure des tissus tout en encourageant les plaquettes à se rassembler et à se lier. En quelques minutes, le mucilage forme un film semi-perméable qui piège les premiers matériaux de coagulation et résiste à la rupture due au mouvement. Le plantain offre un léger effet astringent, améliorant la contraction. L'aloès forme un film plus lisse mais présente un risque de contamination plus élevé s'il n'est pas récolté proprement. L'orme rouge produit un gel fibreux qui se transforme en une membrane plus durable sous pression. Les échecs proviennent de l'hésitation. Retirer la pression trop tôt, appliquer un excès de gel ou perturber le film en formation parce que la sensation de fraîcheur suggère faussement une amélioration. Le mucilage n'apaise pas, il stabilise. Utilisé correctement, il devient une interface flexible et respirante qui protège le caillot en formation dans des environnements difficiles. Utilisé négligemment, il accélère l'hémorragie et retarde l'obturation, permettant au compte à rebours de se poursuivre sans contrôle. Les agents de biocoagulation en poudre fonctionnent comme l'analogue le plus proche des hémostatiques modernes disponibles après l'effondrement. Pourtant, la plupart des survivants les utilisent mal parce qu'ils interprètent mal la façon dont les poudres interagissent avec le sang. Ces matériaux, achillés millefeuille, sphaigne, duvet de massette, mélange de charbon et de fibres, n'arrêtent pas l'hémorragie par magie ou puissance médicinale. Ils agissent par la physique.
Surface extrême, extraction rapide de l'humidité et piégeage microstructurel des plaquettes. Lorsqu'ils se sont traités correctement, ils forment une matrice desséchante qui force le sang à s'épaissir et à coaguler bien plus vite que la compression seule. Lorsqu'ils sont maltraités, ils deviennent de la boue. La préparation détermine le succès. L'achillée millefeuille doit être entièrement séchée et réduite en particules irrégulières qui adhèrent aux plaquettes. La sphaigne nécessite une déshydratation complète, produisant une poudre avec une capacité d'absorption exceptionnelle et une légère acidité qui ralentit la croissance bactérienne. Le duvet de Massette n'a pas besoin d'être broyé. Sa structure filamentaire naturelle se dilate au contact de l'humidité, formant un maillage léger de soutien au caillot. Le charbon, lorsqu'il est mélangé à des fibres végétales propres, améliore la liaison et l'absorption des toxines, mais doit être finement réduit en poudre et exempt de résidus de cendre. Chaque matériau ne devient puissant que lorsque sa granularité a été constante. Trop grossier, il ne parvient pas à s'intégrer au caillot. Trop fin, il se transforme en une masse liquide qui empêche l'étanchéité. L'application est décisive, pas hésitante. Les survivants saupoudrent souvent la poudre délicatement, croyant qu'un léger voile l'activera. C'est une erreur fatale. La poudre doit être pressée directement sur la surface hémorragique après que le flux initial ait été contrôlé. La pression force le sang à travers la matrice particulière, accélérant l'extraction de l'humidité et l'accumulation de plaquettes. À mesure que la viscosité augmente, la poudre devient une partie du caillot en formation plutôt que de rester à sa surface. Relâchez la pression trop tôt et le caillot se déchire. Maintenez la pression suffisamment longtemps et le joint acquiert une intégrité structurelle. Le plus grand danger est la contamination. Appliquer de la poudre sur une plaie sale y incruste des débris de manière permanente. La zone doit être rincée, même brièvement, avec de l'eau stérilisée ou filtrée. Réappliquer de la poudre après la formation d'un caillot est une autre erreur mortelle. Cela perturbe la surface et relance l'hémorragie. Exécuté avec précision, les agents en poudre produisent une stabilisation robuste des caillots en quelques minutes. Exécuté sans discipline, il gaspille un temps que le corps ne peut se permettre de perdre. L'étanchéité par croûte de protéines est l'une des plus anciennes réponses médicales improvisées jamais utilisées dans les environnements de combat. Pourtant, elle reste mal comprise parce que les survivants modernes supposent que tout ce qui implique de la nourriture ou des sous-produits animaux est primitif. En réalité, les croûtes de protéines fonctionnent parce qu'elles exploitent un comportement biochimique fondamental, la dénaturation. L'albumine des blancs d'œufs, les protéines sériques du sang animal et la gélatine dérivée du collagène se transforment tous de réseaux fluides en films rigides lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, à l'air ou à une déshydratation contrôlée. Une fois modifiés, ils forment une membrane capable de relier la peau déchirée et d'en créer un caillot en dessous. Ce n'est pas une guérison, c'est de l'ingénierie d'urgence. Le processus commence avec une plaie déjà ralentie jusqu'à un état de sointement. Aucun film de protéines ne peut se former sur une surface jaillissante. Le blanc d'œuf fournit la croûte la plus propre et la plus prévisible. Appliquez-le en une couche fine et uniforme, la finesse est cruciale, puis introduisez une chaleur douce, une pierre chauffée, du métal approché d'une flamme, ou même la chaleur corporelle d'un autre survivant initie la coagulation sans brûler les tissus. À mesure que l'albumine devient opaque, elle se contracte légèrement, se fixant sur le périmètre de la plaie. Le sérum peut être utilisé de manière similaire, mais seulement après avoir été bouilli et refroidi pour réduire la contamination. Les solutions de collagène produisent des films plus résistants, bien qu'elles nécessitent plus de temps de préparation. La plupart des échecs proviennent de l'impatience ou de l'excès. Les survivants recouvrent souvent la plaie trop épaissement, créant une couche qui reste collante, retient l'humidité et favorise l'infection. D'autres tentent de réappliquer des protéines après que la croûte commence à se former, brisant le réseau délicat et relançant l'hémorragie. Une croûte réussie nécessite de l'immobilité et un séchage ininterrompu. Lorsqu'elle est exécutée correctement, la membrane résultante est étonnamment durable. Elle résiste à la friction, protège le caillot des débris et renforce les tissus sous-jacents lors des mouvements. Bien que loin d'être stérile, elle sert de joint temporaire efficace dans des environnements
où les ressources sont rares et où le temps presse pour le corps. L'encroûtement protéique fonctionne parce qu'il transforme la matière organique disponible en une barrière protectrice. Une barrière créée par la chaleur, la pression et la précision plutôt que par l'espoir. Les agents d'étanchéité à base de polysaccharides fongiques se distinguent des méthodes à base de plantes parce que les champignons fonctionnent par absorption architecturale plutôt que par chimie de surface. Les vesses de loup, les polypores en console et les polypores possèdent des structures internes construites à partir de chitine et de bêta-glucane, des matériaux conçus par l'évolution pour déplacer l'eau, piéger les particules et renforcer leur propre corps. Dans des conditions d'effondrement, ces mêmes structures deviennent de puissants outils d'urgence pour contrôler les saignements, mais le succès dépend de la précision. Les champignons sont soit salvateurs, soit mortels, selon entièrement le spécimen que vous choisissez et la discipline que vous appliquez. La veste de loup mature offre l'effet immédiat le plus fort. Lorsqu'elle est coupée au bon stade, son intérieur contient une masse dense de spores sèches, fines, uniformes, pâles. Ces spores se comportent de manière similaire aux poudres de coagulation avancées. Elles absorbent l'humidité instantanément et créent un micromaillage auquel les plaquettes se lient. Mais dès qu'une veste de loup commence à pourrir, à noircir ou à montrer des fils de moisissure, elle se transforme en un danger de contamination. L'utilisation d'un spécimen compromis introduit des spores et des bactéries profondément dans les tissus, transformant une blessure guérissable en une infection systémique. Le champignon doit être propre, ferme et entièrement sec. Les polypores en console fonctionnent différemment. Leur chair interne, lorsqu'elle est rasée en fines fibres tétanes et en fines fibres, ne crée pas une coagulation rapide, mais forme plutôt une couche de support structurel. Ces fibres s'entrecroisent lorsqu'elles sont pressées sur un saignement ralenti, renforçant la formation précoce de caillots et créant un réseau semi-rigide. L'effet est plus lent que celui des poudres, mais plus stable sur les plaies qui subiront des mouvements. Les polypores étagères offrent des avantages similaires avec l'avantage supplémentaire de composés antimicrobiens doux, mais se fier à ces composés pour la stérilisation est une erreur fatale. Ils ralentissent la croissance microbienne, ils ne l'éliminent pas. Les échecs se produisent lorsque les survivants appliquent du matériel fongique sur une hémorragie incontrôlée, permettant au sang de saturer et d'emporter la structure. D'autres raclent de vieux champignons infestés d'insectes, croyant que sec signifie sûr. Ce n'est pas le cas. L'âge cache la contamination. Lorsqu'ils sont exécutés correctement, spécimen propre, saignement réduit, compression ferme, les agents d'étanchéité fongique deviennent l'un des outils les plus adaptables et les plus économes en ressources disponibles. Ils fonctionnent parce qu'ils imposent une structure là où la plaie n'en a pas, convertissant l'architecture biologique naturelle en une barrière temporaire qui fait gagner un temps critique au corps dans un monde où l'hésitation est toujours fatale. L'obturation par liant de cendre est l'une des techniques de terrain les plus mal comprises, principalement parce que les survivants associent la cendre à la saleté plutôt qu'à la chimie. Mais la cendre, lorsqu'elle est correctement préparée, contient de fines particules minérales capables de se lier aux protéines sériques pour former un réseau dense et à durcissement rapide. Ce réseau ne se contente pas de sécher la plaie, il s'entrecroise avec les structures de caillots émergentes, créant une barrière minérale protéique qui stabilise l'hémorragie sans suture. La méthode est rudimentaire, mais dans des conditions d'effondrement, rudimentaire équivaut souvent à efficace si exécutée sans erreur. La première règle est absolue, la cendre doit être propre. Cela signifie de la cendre de bois dur provenant uniquement d'un feu qui a brûlé assez fort pour incinérer les contaminants. La cendre gris-blanc est utilisable, les résidus noirs et fuligineux ne le sont pas. La cendre doit ensuite être filtrée, de préférence à travers un tissu, pour éliminer les fragments de charbon qui pourraient s'incruster dans les tissus. Ce qui reste devrait ressembler à une fine poussière, riche en minéraux, sèche et homogène. L'application ne commence qu'après que le saignement a été réduit. La cendre ne peut pas submerger un flux actif, elle s'agglomérera en pâte et glissera. Une fois la plaie ralentie, saupoudrer une quantité contrôlée directement sur la surface. Trop empêche la liaison, trop peu ne parvient pas à créer de structure. Lorsque la cendre entre en contact avec le sérum, elle commence à former un ciment
mouvement primitif à mesure que les protéines se dénaturent et se lient aux particules minérales. La compression est essentielle. Presser la cendre en place force cette interaction biochimique plus profondément, bloquant le caillot précoce contre les parois de la plaie. La chaleur peut accélérer le processus, mais elle doit être indirecte. Une main chaude, un tissu chauffé, pas une flamme nue. Le feu direct risque de brûler les tissus et de déstabiliser le joint en formation. Le danger réside dans la contamination. La cendre non filtrée transporte des microbes, des gravillons et des résidus métalliques qui peuvent transformer une plaie scellée en un piège à infection. Exécutée avec soin, l'obturation par liant de cendre crée une surface étonnamment résiliente capable de résister à la friction et à l'exposition environnementale. Elle fonctionne parce qu'elle transforme de simples minéraux en une armure d'urgence, un joint rudimentaire et tactique qui fonctionne quand il ne reste rien d'autre. Chaque technique d'obturation en conditions d'effondrement échoue pour les mêmes raisons. Hésitation, contamination, diagnostic erroné ou la croyance qu'une plaie coopère. L'hémorragie est trompeuse, elle peut sembler contrôlée tout en se poursuivant à l'intérieur ou elle peut ralentir brièvement avant de ressurgir lorsque le corps bouge. Les survivants meurent parce qu'ils supposent que le calme extérieur équivaut à la stabilité. Ce n'est pas le cas. Une plaie n'est stable que lorsque les vaisseaux internes se sont contractés, le caillot s'est ancré et aucune action externe ne perturbe le joint. Tout le reste est temporaire. Le premier point d'échec est la vitesse. Les survivants retardent souvent l'obturation en cherchant des matériaux idéaux, oubliant que la perte de sang est cumulative. Une décision retardée fait perdre des minutes que le corps ne peut remplacer. Le deuxième échec est la contamination. Chaque méthode, résine, écorce, mucilage, poudre, protéines, champignons, cendres, nécessite un champ propre. La saleté, la peau de plante, la pourriture fongique, les éclats de charbon ou l'eau non bouillie piégée sous le joint créent une chambre d'infection. L'infection n'est pas une menace lente dans les environnements d'effondrement. Sans antibiotiques, elle devient un choc systémique en quelques jours. Un troisième échec provient de la mauvaise interprétation de la plaie. Les survivants scellent souvent les tissus superficiels tandis que les vaisseaux plus profonds continuent de saigner. La surface sèche, mais la poche interne se remplit de sang, créant une pression qui rompt le joint ou forme un hématome qui éclate plus tard. Le monde de l'effondrement n'offre aucune marge pour cette erreur. Si la plaie est profonde, l'obturation doit être associée à une pression prolongée et à une surveillance, et non à une confiance aveugle. Le mouvement est un autre tueur. Une plaie scellée n'est pas une plaie guérie. La résine se fissure, le mucilage se déplace, le film protéique se déchire, les caillots en poudre se cisaillent. Les survivants qui reprennent trop tôt leur activité rouvrent souvent la brèche et perdent plus de sang qu'ils n'en avaient perdu initialement. Enfin, le confort psychologique devient fatal. Une plaie qui semble meilleure n'est pas meilleure. Un joint formé une fois peut échouer une fois. La survie en cas d'effondrement exige une vigilance longtemps après l'arrêt de l'hémorragie. Chaque technique fait gagner du temps, rien de plus. Mal comprenez cela et la plaie achève ce que le monde a commencé. La survie après l'effondrement n'est pas déterminée par la force, l'instinct ou l'optimisme. Elle est déterminée par la discipline d'intervenir avant que le corps n'atteigne un point de non-retour. Chaque technique de ce manuel de terrain, résine, écorce, mucilage, poudre, protéines, champignons, cendres, n'est rien de plus qu'une barrière temporaire contre un système déjà menacé. Aucune d'elles ne guérit, aucune d'elles ne restaure. Elles achètent la seule ressource que l'effondrement a détruite en premier, le temps. Et le temps, dans ce monde, est la seule monnaie qui compte encore. L'erreur que la plupart des survivants commettent est de croire que la plaie est leur adversaire. Ce n'est pas le cas. L'adversaire est la mathématique derrière la perte de sang, le compte à rebours qui court sous chaque hésitation. Un joint n'est pas une victoire, c'est un report. Un caillot stable n'est pas une fin, c'est un équilibre fragile maintenu par la pression, la chimie et votre refus de vous détendre. L'effondrement n'offre aucune tolérance pour le confort. Dès que vous considérez une plaie comme gérée, elle commence à échouer. Ce qui définit un survivant maintenant, ce n'est pas le courage mais la constance. Votre capacité à exécuter le bon protocole sous pression et à maintenir la vigilance après la formation du joint. Le monde qui fournissait autrefois des salles stériles et des mains entraînées a disparu.
Ce qui reste est un environnement où chaque plaie est un problème tactique, chaque technique une perturbation calculée de la trajectoire d'effondrement du corps. Maîtrisez ces méthodes et vous faites plus que rester en vie. Vous imposez l'ordre sur un monde qui n'en offre plus.